Bonsoir fidèles et nouveaux téléspectateurs de Sports Club. C'est parti pour près de 90 minutes de débat, d'éclairage et d'approfondissement de l'actualité. Le football sera dominant au cours des 3 prochaines demi-heures. Une grande interrogation sur les chances de qualification de la sélection nationale féminine de football du Cameroun qui joue ses playoffs, des matchs de barrage aller-retour. C'est à Antalya en Turquie contre le Chili. Jusqu'où peut aller cette équipe camerounaise? Grosse interrogation. Autre interrogation, c'est la possibilité pour Coton Sport dans sa route vers la qualification pour le second tour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Coton qui reçoit ce week-end, vous le savez, Napsa Star pour le cadre de la phase retour de la phase de groupe, 4e journée. Et puis autre interrogation, la dégringolade du Cameroun au classement FIFA, 5 places perdues. Pourquoi? On va interroger les raisons au cours de cette édition. Vous bénéficierez de l'accompagnement de nos consultants et tout le panel. Ils sont 3 dans ce studio. D'abord Emmanuel Bankolo, fidèle de cette émission. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir à vous Évariste, bonsoir au panel et à tous ceux qui ont pris de leur temps ce soir encore. Bonsoir à vous et également Sando, l'homme Titi. Bonsoir Évariste. Bonsoir Bertrand Eluna, vous êtes entraîneur de football. Bonsoir Évariste, bonsoir à tout ton panel et bonsoir à tous les téléspectateurs de Menu de Sport. Ah oui, dans cette édition, donc vous le savez, 2 grandes articulations. D'abord, en première détente, c'est la pause actu. Vous le savez, on va parcourir 3 sujets majeurs d'actualité. D'abord, la reprise des travaux au stade d'Olembe. Ensuite, on parlera du Tour du Cameroun. Il s'agit du cyclisme. Et puis, la Coupe de la CAF, le cas Coton Sport. En deuxième partie de cette émission, 2 thèmes vont meubler les débats. D'abord, les Lions qui pourraient-elles se qualifier pour la phase finale des Jeux Olympiques Tokyo 2020, le classement FIFA et la dégringolade du Cameroun. D'abord, la pause actu, ce sera juste après ceci. Le coronavirus est une réalité, c'est un virus redoutable qui tue. Acceptons les perturbations qu'il nous impose. Limitons sa propagation. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Disons-le sans embâge, les prescriptions du gouvernement du Cameroun ont été respectées au stade d'Olembe, au complexe d'Olembe. C'était hier à la faveur de cette descente du ministre des Sports et de l'Éducation physique, parti pour relancer de plein pied les travaux de construction non seulement du stade mais de l'ensemble du complexe sportif. Pour le ministre des Sports, il y a déjà une solution trouvée au problème de financement. Ces fonds seront disponibles pour le cas du financement national à partir de la semaine prochaine. Et pour les financements internationaux avant la fin de ce mois, il y a également le retour de Franck Matière, qui est le vice-président de l'entreprise adjudicataire, et des travaux qui doivent donc prendre un coup d'accélérateur depuis hier particulièrement. Avant de venir à cette actualité, je vous propose ce document qui vous fait reprendre la main, vous situe, vous présente l'état des lieux de la situation au stade d'Olembe. Regardez. Voici un signe annonciateur de la reprise des travaux de construction du stade d'Olembe. Le retour au compte-gouttes des ouvriers. Les plus rapides ont pris fonction déjà, comme ici la section toiture-charpente, engagée au revêtement extérieur des façades. Je suis content de voir que vous reprenez le travail. Moi aussi. Je n'attends que ça. Non, mais c'est bon, c'est bon. Ça va le faire. Et comment vous appelez tout ceci? Ça, c'est les supports des pangolas. Enfin, on a appelé ça les écailles de pangola. C'est une façon de dire qu'on est au Cameroun. Ça, c'est les supports. Peau de pangolin, appellation adaptée au contexte camerounais. Il s'agit en fait du bagdage.
le revêtement extérieur de la charpente par des pièces en forme des écailles de l'animal, le pangolin. On a des câbles qui vont faire tout le tour du stade. Donc c'est des portions de câbles qu'on doit relier entre eux. Il y a 29 câbles avec 29 étages. Donc une fois reliés, on doit les tendre. Il y a des tendeurs de câbles prévus. Une fois tendus, on doit poser les supports, ce qu'on appelle les supports de pangolins. Et après, c'est les pangolins directement. Le temps, ça dépend des moyens, ça dépend aussi du climat, vous savez comment que ça se passe. Et les moyens, enfin le personnel, il en faut beaucoup. Plus de 10 600 pièces seront fixées sur 9 circonférences de câbles. L'opération sera effectuée pendant 35 semaines, plus de 7 mois. Il ne s'agit là que d'un seul aspect des travaux de finition. La pelouse est rendue à la phase de l'entretien. Il s'agit de distiller les engrais, arroser et effectuer la tonte au quotidien. La piste d'athlétisme attend toujours la pose du tartan multipiste. Les vestiaires ont connu des avancées. Les salles d'eau, salles de presse et box VIP sont en cours d'achèvement. À ces travaux, il faut ajouter des passages d'escalier, le solivage et l'étanchéité. C'est cet état de lieu qu'est venu toucher du doigt le président du COCAN, le professeur Narcisse Mwele-Kombi. Au terme de l'évaluation, il y a encore des travaux importants à réaliser. Nous avons eu à noter un ralentissement, une espèce de décélération dans le rythme des travaux qui préalablement étaient beaucoup plus soutenus. Il y a des causes à cela, l'une des causes majeures étant des problèmes de mise en place de financement. À l'immédiat, le ministre des Sports rassure, les financements ordonnés par le chef de l'État en février dernier sont en cours et en bonne voie. La recherche des solutions est sur la bonne voie et cela nous engage donc à remettre sur les rails un dispositif de remobilisation, c'est la recommandation de remobilisation tous azimuts et massif des effectifs sur le chantier et sur les différents corps de métier. Cela nous a amené à recommander à l'entreprise McGill de restaurer la confiance auprès des sous-traitants qui, en raison de ces difficultés financières, subissaient des effets collatéraux. Un nouveau délai de livraison a été rendu public. Nous sommes maintenant sur la phase finale. Le stade est sur la fin. Les sous-traitants nationaux ont été reçus. Nous n'avons aucune discussion sur les relâchements de crédits qui vont être faits dans les jours à venir. Donc oui, nous sommes confiants et nous allons pouvoir prendre un dynamisme beaucoup plus fort et pouvoir arriver bien avant le mois de novembre à l'accomplissement. Ce délai n'est valable que pour le stade de football et ses services essentiels. Cependant, une extension du complexe est annoncée. Le gymnase ne va pas sortir du sol en 6 mois. Nous avons une piscine olympique qui doit respecter des normes internationales. En parallèle, nous aurons démarré déjà, dans les semaines à venir, les premiers travaux sur le complexe en lui-même. Encore une fois, bien qu'on n'aime pas parler d'étape 1, étape 2 sur le projet, c'était un seul complexe et un seul projet, nous avons différentes étapes. Maintenant, nous allons pouvoir présenter dans les semaines à venir la suite du complexe. Il s'agit d'un hôtel au standing, il s'agit de 3 salles de cinéma, il s'agit d'un grand centre commercial, nous envisagions même un musée du sport et bien d'autres commodités, à côté bien sûr d'un gymnase, à côté d'une piscine, elle est prévue, d'une piscine, à côté d'un héliport et de bien d'autres commodités. La mise en place de ces autres aspects du complexe va se poursuivre après la tenue de la CAN 2021, assure le constructeur et le ministre des Sports. La sortie de terre de la piscine olympique, du complexe de tennis, les salles de cinéma et autres sont attendues. Et voilà qui servira donc de boussole au cours de cette première partie, la pause actu. Emmanuel Bankolo, on a attendu le ministre des Sports. Vous avez regardé ces images, un premier commentaire.
Premier élément, pour ce qui est du complexe, le schéma en colon. Deuxième élément, pour ce qui est de la structure qui doit accueillir la compétition, nous y sommes presque. Maintenant, des mots à retenir de la sortie du ministre, c'est d'abord un, décélération, et deux, l'appel au chef du chantier. Pour une remobilisation. De remobilisation et de considération des sous-traitants. Quand on sait quelle est la valeur des sous-traitants. Alors, on s'arrête sur ces trois aspects. Vous faites bien de les relever. Emmanuel, d'abord, la décélération. C'est le propos du ministre des Sports pour indiquer qu'il n'y a jamais eu d'arrêt au chantier d'Olembe, mais qu'il y a eu un ralentissement et maintenant on va repartir de plus belle. La presse a plutôt parlé de reprise. Est-ce que, Emmanuel, il y a eu arrêt des travaux à Olembe ou pas? Non, mais il faut être clair, c'est-à-dire qu'il y a eu un arrêt, puisque la sortie du ministre Le président du COCAN n'est pas de votre avis. En fait, il parle donc de décélération. Oui, décélération, parce que justement, à un moment, le chantier est allé très vite, il y a eu une accélération au niveau des travaux, et après il y a eu décélération qui a produit un arrêt d'une certaine période. Et vous vous rappelez qu'il y a une presse de la place qui avait fait une descente, qui avait fait une étude nette et claire, et qui avait fait savoir qu'il y avait un souci. On a eu des sorties de certaines personnalités et de certains personnages qui ont voulu faire croire que ce n'était pas vrai, mais sur la sortie du président du COCAN et du ministre des Sports, il y a la preuve. Et ce qui, moi, m'intéresse, c'est quand même le fait de la diplomatie et de la qualité des mots utilisés par le ministre des Sports. C'est-à-dire que le patron du chantier se sent très concerné et il sait que derrière ces mots qui poussent à éviter de heurter quelques sensibilités, mais il y a comme une injonction et il y a comme un appel à la remobilisation. Et une injonction du ministre qui demande de repartir de plus belle et d'être beaucoup plus distributeur encore ou redistributeur sur les prochaines fois qu'ils toucheront le monde COPEC. Parce qu'on a bien compris que les sous-traitants ont souffert des premières parties. Ils n'ont peut-être pas eu ce qu'il fallait. Et il y a un appel du ministre. On parlera des sous-traitants. Restons d'abord sur la décélération. Ouais. Pour votre premier jet, c'est entendu. Sando, Lomtiti, décélération, reprise des travaux, remobilisation. Et vous avez les éléments de quoi au stade de Lembe? Est-ce qu'il y a eu décélération seulement? Est-ce qu'il y a eu arrêt des travaux? Décélération, oui, mais pas arrêt de travaux, puisque j'ai connu autour de moi des personnes qui travaillent là-bas et qui perçoivent leur salaire. Qui travaillent de manière permanente? De manière permanente. Donc, dans mon entourage, j'ai au moins une personne. Formatier parle de 300 ouvriers qui travaillent en permanence. Qui travaillent en permanence, ça je peux vous le garantir. Et donc, il n'y a pas eu arrêt des travaux. Maintenant, les uns et les autres avaient besoin d'être rassurés sur le plan financier. C'est pour ça que l'entreprise principal a préféré peut-être laisser les autres de côté parce que le budget en sa possession ne permettait plus d'accomplir tous les besoins. N'oublions pas que le budget qui reste, vous avez fait, l'élément qui est passé là tout à l'heure, nous a rassurés de l'ensemble du chantier. Parce que ne regardons pas seulement le stade qui va accueillir la CAN, mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont se passer. Et il y a une segmentation, faut-il le préciser, il y a une segmentation même sur le plan temporel. La livraison du chantier, c'est au mois de novembre. Et là, comme l'indiquait l'élément tout à l'heure, il s'agit de l'infrastructure qui va habiter la CAN, c'est-à-dire le stade principal, les stades annexes et les services essentiels qui sont rattachés. Maintenant, la deuxième, si on peut parler de deuxième phase, c'est vrai que la direction du COCAN n'aime pas cette expression, mais la deuxième phase, ça concerne les autres aspects du complexe. Le complexe qui n'est pas que sportif. Le ministre, tout à l'heure, présentait tout le complexe. Il a parlé d'un hôtel, il a parlé de 3 salles de cinéma, d'un centre commercial, d'un musée, d'un gymnase, d'une piscine olympique et puis d'un héliport. Alors, les travaux vont se poursuivre au-delà de la CAN 2021. Oui, ça, il faut le comprendre. Mais alors, avec 300 ouvriers, comment on pouvait avoir atteint cet objectif? Je voudrais ajouter qu'il y a un supermarché qui prend
Cameroun, qui a réservé déjà les espaces. Donc ça veut dire que c'est par rapport à l'événement que nous entendons accueillir. Et c'est pour ça qui me fait comprendre. Vous faites bien de ne pas le nommer. Non, on permettra aussi à Bertrand Luma, pour son premier jet, de se prononcer. Arrêt, décélération, remobilisation. Oui. Moi, en tant qu'entraîneur de football, je vais dire, je suis un peu satisfait du discours de vérité des techniciens. Parce qu'il fallait qu'on nous le dise depuis longtemps. Qu'on n'aura pas notre complexe, mais qu'on aura notre stade où il y aura effectivement, où les matchs vont se dérouler. Il n'y a jamais eu arrêt de travaux, mais ça allait au ralenti. Vous constatez qu'on a quand même progressé, on a traversé beaucoup d'étapes, la pelouse elle est presque prête. Oui, l'infrastructure pour vous permettre d'avancer à un niveau de livre, un taux d'exécution de 87%. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'entraîneur que je suis. Maintenant, si je reviens dans le cadre du fait que je suis Camerounais, c'est un peu inquiétant. Vous parlez de la CAN 2021, cette CAN va se jouer en 2022. Ce stade à Diap, ce complexe a pris beaucoup de temps et ça nous prend aussi beaucoup d'argent. Et vous constatez qu'on parle d'environ 300 employés permanents, mais les gens qui vont poser les écailles, comme eux-mêmes sont appelés, disent qu'il faut encore... Il faut encore du personnel. Du personnel. Donc, il y a un peu d'inquiétude à se faire à ce niveau. Et si on livre ce stade après la CAN, tout le complexe après la CAN, je crois qu'on aura de petits soucis. Parce que si on revient peut-être au stade Amadou Ahidjo, pour des anciens, ils disent que c'est un stade qui n'est jamais fini jusqu'à aujourd'hui. Depuis 1972. Depuis 1972. On ne souhaite pas ce sort au complexe d'Olébé. Bertrand Luna, on a bien noté, vous faites deux températures. Vous êtes satisfait d'une part et vous êtes aussi inquiet en même temps, on l'a noté. Alors, sur la mobilisation à présent, Emmanuel Bankolo, pourquoi cet appel à la mobilisation ? Non, c'est parce à la remobilisation. Si on parle de remobilisation, c'est parce que justement il y avait une mobilisation et qu'il y a eu cassure. Alors à partir de ce moment, dans remobilisation, on va aussi aller trouver qu'il y a un appel même à bonifier les effectifs. Parce que on vous parle de 7 mois. Là, tout à l'heure, dans le reportage, le technicien a parlé de 35 mois. De 35 semaines. 37 semaines. Oui, pour la donc ça fait 7 mois. D'accord? Donc si on prend 7 mois, on sera à la lisière de la compétition. Et il faut tenir compte des délais CAF aussi, par rapport au fait de la récupération de l'infrastructure. Donc, on comprend là que... Vous venez de sortir le mot, c'est cela, les délais CAF. Voilà. La dernière visite d'inspection est prévue au mois de novembre. Voilà pourquoi le constructeur, par la voix de son vice-président, tout à l'heure l'indiquait, la livraison est prévue au plus tard au mois de novembre. Et voilà pourquoi le ministre des Sports appelle à une remobilisation parce qu'il faut davantage de ressources humaines. Il faut pour lui densifier les effectifs pour que ça aille le plus vite possible. Alors, est-ce que la remobilisation à elle seule suffira ? Faudra-t-il aussi travailler de jour et de nuit, trouver des bonus, des heures supplémentaires aux ouvriers? Tout à fait. En fait, le mot remobilisation engage plusieurs autres aspects. Mais il y a l'aspect financier qui est un aspect important. On en reviendra tout à l'heure. Oui, dès lors que l'argent sera là, je pense que les uns et les autres se sentiront plus motivés et ils reviendront. Parce que s'il y a eu un problème d'absence de confiance, disons-nous les mots, si les gens avaient cette confiance, d'autres pouvaient même préfinancer, mais se sont arrêtés pour se dire non, je ne peux pas mettre de mon argent dans un projet où je ne suis pas sûr que je vais rentrer. Il y a eu un préfinancement, c'est celui de McGill depuis qu'il a pris les rênes de la construction, mais c'est le constructeur majeur de ce stade, McGill, donc il a préfinancé, mais l'une des causes du retard également, c'est le déménagement de l'ancien constructeur. D'après l'actuel, cela a pris pratiquement 1 an. Pourquoi 1 an? Non seulement ça a pris 1 an, mais vous vous rappelez qu'il y a eu des disputes sur l'appartenance, la propriété d'un type de matériel. C'est-à-dire que l'ancien a pris encore le temps à estimer que le nouveau utilisait son matériel. Est-ce que le nouveau devait bénéficier du passif de l'ancien? De l'ancien et tout. Donc moi je crois que si les deux structures s'étaient entendues normalement, les choses, si elles avaient été faites normalement, on aurait bénéficié d'au moins 2 mois dans ce chantier
Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'on serait simplement... seuls les administratifs seraient partis, on aurait gardé le même personnel et on aurait pris un relais qu'on aurait gagné en temps. C'est-à-dire qu'on a perdu du temps, un an de transition entre deux constructeurs. Énormément de temps. On a perdu pratiquement 11 mois de manière inutile parce que des gens sont rentrés dans des guéguerres qui n'ont pas aidé le Cameroun, des guéguerres, de sous-traitants, puisqu'il y en a qui estiment... Justement, c'est par là qu'on sort de cette première partie de la pause à pu. C'est par là qu'on sort, justement. Parlons de ces sous-traitants. Quand on parle de remobilisation des ouvriers, le président du COCAN met en avant les sous-traitants également. Pourquoi? Parce que ce sont les sous-traitants qui portent en fait le chantier. Il y a, comment je peux dire ça, prenons l'exemple des avions. Vous êtes la base, mais il y a dans telle ville, on monte telle pièce, ainsi de suite. Si vous ne montez pas, ça ne peut pas aller. Les sous-traitants ont eu un problème financier. Oui. Et maintenant, c'est peut-être ça le ventre mou. Oui, et Emmanuel a dit, il a parlé Camerounais, mais Emmanuel, ce sont les Camerounais qui sont responsables de cette situation. C'est la guerre des réseaux qui est venue avec telle entreprise, qui est venue avec telle autre, et c'est le partage qui est en train de diviser, qui a divisé les Camerounais au point où le pays est fragilisé. Ce stade, le coach ne voulait pas dire le mot, mais ce stade était supposé être livré en 2019 parce que nous attendions organiser la compétition. Malheureusement, les choses ont traîné. C'est assez difficile d'imaginer qu'on nous parle de novembre 2021 parce que là encore, avec les délais CAF, comme vous disiez tout à l'heure, on risque d'être frappé sur les doigts. Bertrand Eluna, en 30 secondes, votre dernier mot sur cet aspect. C'est un rapport étroit avec le football. Hein. Oui. Si le ministre pose les problèmes des sous-traitants, c'est lui le patron, ça veut dire qu'il y avait un souci à ce niveau-là. Les sous-traitants, c'est les manœuvres. C'est eux qui ont même le gros du travail. S'ils ne sont pas bien rémunérés, les choses ne peuvent pas avancer. Ce sont les exécutants par lot, pour dire de manière précise, ce sont les exécutants par lot qui utilisent beaucoup d'ouvriers également. Mais je ne suis pas inquiet comme Emmanuel par rapport à la CAF. La CAF, c'est elle-même mise d'accord de coup. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus donner cette compétition à un autre pays. Elle va subir, elle va nous attendre, elle va même attendre janvier. Si c'est en janvier qu'on sera capable de livrer notre stade, la CAF est obligée. Elle n'a plus respecté les règles. Parce qu'en 2019, c'était 16 clubs, ils ont menti, après ils ont jonglé. Ils sont obligés de subir. Oui, mais c'était convenu au départ avec un cahier de charges. C'est vrai qu'on a migré de 16 à 24, mais c'était convenu quand même. Mais après, elle a jonglé. La partie camerounaise non. La CAF même a jonglé à l'intérieur de son règlement. Elle va subir ça comme ça. Mais je disais, moi, je suis déjà un peu satisfait parce que les constructeurs nous disent quand même que la partie qui va accueillir les matchs sera prête. Et si cette partie est prête, c'est une bonne chose pour le développement du football lui-même. Mais si le complexe sera livré après la CAN, c'est inquiétant parce qu'il nous faut notre complexe. Oui, on a à propos les assurances, vous l'avez entendu en même temps que moi dans cet élément, les assurances du constructeur. Il dit bien que dès les prochaines semaines, les autres structures vont sortir de terre. Les autres chantiers seront lancés également. Ces chantiers-là vont se poursuivre après la CAN. On sort de cette actualité, je rappelle ce que l'on retient. L'on en retient d'essentiel. Le complexe d'Olembe, le taux d'exécution. En ce qui concerne le stade de football et les structures essentielles, le taux d'exécution est de 87%. Donc, il reste à exécuter 13%. Le prochain délai de livraison, c'est le mois de novembre prochain et l'heure est à la remobilisation. La remobilisation, elle concerne aussi les finances et cela sera effectif dès les prochaines semaines. Autre actualité, Bertrand Eluna en sera certainement épargné parce qu'on emprunte la petite reine, le petit vélo. C'est pour parler du Tour du Cameroun, le Tour cycliste international du Cameroun. Emmanuel, où en est-on avec les préparatifs? Je suis tenté de vous demander où en est-on avec la communication de la Fédération camerounaise de cyclisme. C'est quand même impressionnant. D'abord, les préparatifs. Oui, mais comment on fait pour parler des préparatifs quand on n'a même pas un seul élément qui nous vienne de la cellule de communication de la Fédération camerounaise de cyclisme? C'est impressionnant qu'on puisse être le nombril d'une compétition aussi importante et qu'on soit
le principal élément à ne pas communiquer. On est totalement en autarcie. Je vois avec quelle difficulté vous vous êtes démené à essayer de trouver un ou deux éléments qui puissent vous permettre au moins peut-être que de le parler de cet élément. communicateur a ses canaux, mais il lui manque le message pour le moment. Il n'y a pas matière à communiquer. Peut-être. Attendons de voir. En fait, au niveau de la communication, je crois que notre confrère qui occupe la fonction l'assume. Emmanuel, peut-être vous avez été légèrement décalé. Les activités qui se sont passées ont été communiquées. Il y a eu des réunions préparatoires. On le connaît pour particulièrement quelqu'un de prolixe, très prolixe, Jean-Baptiste Biaye. Il y a eu des réunions qui se sont tenues, il y a des compétitions qui ont eu lieu, sauf que là où je peux vous rejoindre, ça ne dépend pas du communicateur, c'est-à-dire le type de compétition organisée par la Fédération camerounaise de cyclisme pour préparer les athlètes. Parce que l'itinéraire de la compétition qui aura lieu dimanche ne renvoie à rien par rapport à la compétition elle-même. Parce qu'il faut que les Camerounais puissent s'approprier l'itinéraire. Je précise que là, il s'agit de la préparation sportive. Oui. Cas du Cameroun. Oui. Cas du Cameroun. Mais la préparation du Tour cycliste, je rappelle qu'il y a une assertion Tour cycliste international du Cameroun. Donc, il y a un volet national des préparatifs qui concerne l'aspect sportif, l'équipe du Cameroun ou les équipes du Cameroun qui vont participer. Et il y a le volet international, la prise de contact avec les équipes étrangères qui pourraient participer. Tout à fait. Sur l'aspect purement sportif, il y a quelques compétitions qui ont été organisées. Même si j'ai le regret de dire que ces compétitions n'ont pas suivi l'itinéraire arrêté par la fédération. Mais il y a quelques compétitions. On s'attendait à plus pour pouvoir mettre nos athlètes en jambes. Pour prendre part à une compétition comme le Tour cycliste international, il faut avoir minimum 20 000 kilomètres dans les jambes. Au mois de mars, pour vous permettre d'avancer, la Fédération camerounaise de cyclisme a organisé une compétition à circuit fermé, c'était à Yaoundé, avec un départ à la sous-préfecture de Tchinga, arrivé au même endroit, on a parcouru les artères de la ville. Il est annoncé le 11 avril prochain, c'est-à-dire dimanche, une autre compétition, une course qui va inaugurer le pont le pont appelé Natigal qui relie les zones de Batchenga et d'Ntui. Oui, mais là, Varese, vous faites bien de parler d'un critérium à Yaoundé et d'un critérium à Douala. Est-ce que le Tour cycliste international du Cameroun, bien que se déroulant dans 5 régions, ça se passe dans le critérium? Que non. Donc je dis... Il y a certaines étapes critérium dans la compétition. Oui, mais il y a des étapes critérium. Maintenant, il faut véritablement la compétitivité. Parce qu'il y a un critérium qui a été organisé à Douala pour dire au revoir ou adieu à un des mécènes. Ce n'était pas une course suffisamment relevée. Celle de dimanche, c'est une parade de la communication. On salue un pont qui a été construit et tout, mais ce n'est pas une compétition véritablement... Vous parlez d'une parade de la communication. Mais c'est une parade qui engage... Vous allez suivre le discours de dimanche, on va saluer tel, on va saluer tel. Ça implique plusieurs ministères pour pouvoir saluer le pont et la route. Bon, vous savez, ce sont des choses parfois rares dans notre pays. Il n'y a même pas de route dans mon village. Donc, je dis, quand ça arrive comme ça, des élites se regroupent pour applaudir. C'est pour ça que cette compétition est organisée. Emmanuel, vous le savez, il y a eu une compétition d'ouverture de Sévon. C'était quand même une course d'envergure. Évariste, vous voyez bien que vous finissez par me rejoindre. Il faut qu'on comprenne. Communiquer ne veut pas dire les réseaux sociaux. Et en cela, moi, mon problème, ce n'est pas le communicateur, c'est la fédération. Le comportement fédéral, autant sur le plan administratif que sportif. On a l'impression d'avoir une fédération de cyclisme qui attend d'être convoquée en réunion au ministère des Sports, parce que, il faut le dire, vous ne pouvez pas être une fédération qui devrait organiser une telle compétition et que rappel vous vienne du ministère des Sports de ce que vous devez venir pour une réunion. Il y en a même à la fédération qui a oublié les dates des réunions. Premièrement. Deuxième élément, quand vous devez organiser une compétition d'envergure qui engage les couleurs nationales, il vous appartient à vous de mettre la pression à la tutelle. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas la tutelle qui vous met la pression à vous. Troisième élément, ce n'est pas parce que j'ai passé une information à Évariste, à Sando ou à Bankolo que j'ai communiqué. Il y a
Il y a d'autres jalons sur lesquels vous imaginez comment le garçon de Touboro fait pour être informé s'il n'a pas un Android. Et quand même il a un Android, est-ce que le cousin Néo lui a permis simplement d'y avoir accès? Alors, donc, si je vous comprends bien, la fédération ne joue pas sa partition dans ses préparatifs. Non, ce qui met en mal sa communication aussi. Vraiment, parce que si vous avez déjà des membres de votre famille, des amis qui, à Douala, Mbalmayo et tout ça, vous appellent, essayent de se renseigner sur le tour cycliste du Cameroun, c'est qu'il y a un problème. Alors, lorsque vous faites le tour en ville, dites-moi combien d'éléments vous rencontrez qui vous font savoir qu'on va accueillir au mois de mai. C'est demain, là, qu'on va accueillir la compétition. Alors, et qu'il y aura cette compétition. Ça pose un vrai problème. Il y a l'aspect sportif également. Même sur les équipes participent souvent, la SNH par exemple, mais on voit les coureurs en activité. Même sur le plan sportif, les coureurs, on les voit. Pourquoi? Parce que nous sommes de Yaoundé ou de Douala, ou tout au moins résidents de Yaoundé ou de Douala. Alors, regardez un peu tout ce que le Cameroun nous offre. Comment on fait sur le plan technique à la fédération pour penser qu'on va attaquer une compétition où on va avoir des coureurs qui vont venir d'ailleurs bien préparés parce qu'on aura fait 2-3 critériums. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on change. Il y a encore quelques temps, on faisait ces plateaux et Sando nous apportait des éléments par rapport au tour cycliste Chantal Biya. Et je disais sur ces mêmes antennes que pour le tour cycliste international du Cameroun, on va être là à parler des mêmes tas. Parce qu'on ne veut pas avancer, on ne veut pas apprendre des jours précédents. Et c'est un vrai problème dans notre fonctionnement. Peut-être il faudrait qu'on ait d'autres dispositions au niveau de la tutelle qui veuillent même que, en pleine mandature, si on a l'impression qu'un effectif ou encore qu'un exécutif n'assure pas, il peut être frappé. Peut-être dans la loi des sports du Cameroun, il faut introduire cela pour que les gens restent constamment en éveil. D'accord, c'est entendu. On vient de faire un peu le tour sur cette question de préparatif du tour cycliste du Cameroun. On y reviendra puisque nous avons le temps. La compétition est prévue au mois de mai prochain. Autre aspect de cette actualité, on n'y reviendra plus, c'est dommage. On parle maintenant de la Coupe de la CAF avec Coton Sport en route pour le second tour. Et là, c'est Bertrand Eluna qui n'a pas pu dire mot, n'a pas pu pédaler. Alors, on revient sur le terrain de foot. Vous vous en sortez mieux avec votre ballon. Coton Sport, vous le pensez vraiment est sur la voie d'une qualification? Oui, on peut le dire aujourd'hui sans embâche. Coton est sur la voie d'une qualification. Coton reçoit NASA Sport à Garoua. Coton a gagné NASA en Zambie. Ce sera dimanche prochain à 14h. Ça sera dimanche prochain. Et pendant que Coton est en train de recevoir NASA, il y a la GSK qui joue contre RS Berkane. RS Berkane. Je crois que Coton va garder ses chances à partir du match de Garoua. Et Coton, quand vous dites garder ses chances, vous mettez quoi dedans? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que Coton aujourd'hui a quand même une équipe capable de rivaliser avec des équipes de son groupe. Coton a battu le tenant du titre. Donc Coton, sauf que c'est le football, il peut avoir une fausse note. Coton a battu une équipe qui venait de tenir tête à la JS Kabylie, ce Napstar Star. Coton joue son prochain match à domicile, à Garoua, où tout semble lui réussir et donc en voie de pouvoir remporter les 3 points, la mise de la journée. Oui, et je crois que si Coton gagne ce match-là, au pied des cas, à la fin, Coton peut être deuxième. Et deuxième, on est sûr de continuer. À 2 journées de la fin. À 2 journées de la fin, on est sûr de continuer la compétition. Donc, Coton a toutes ses cartes. Et Coton, actuellement, a quand même une belle équipe. Une équipe où des gens produisent le jeu et on a des joueurs quand même capables de tenir. Sando Lomtiti est rarement satisfait à 100%, mais sur le cas Coton Sport, c'est là où il est totalement... Alors, Coton Sport envoie vers une qualification au second tour? Oui, je dis la même chose que le coach. Actuellement, Coton Sport est première du groupe et Coton Sport a eu des retours de certains de ses joueurs clés qui n'étaient pas au dernier match. Et donc, je pense qu'ils vont apporter suffisamment de l'énergie. Tchenche et qu'on appelle l'autre là. Et entre autres, le gardien de Coton. Et Bongué, le gardien se sent
en super forme. Donc je pense qu'au pire des cas, Coton Sport sera deuxième à la fin de cette phase. Et je pense que c'est le football camerounais qui va encore en gagner. Et que devrait faire Coton Sport à Garoua pour s'assurer les meilleures chances de qualification pour le second tour? Je crois que j'aurais été le coach de Coton, que j'aurais simplement fait une seule entrée, celle des Bonguais. Parce que le jeune Ali Gouni, je l'ai trouvé très intelligent dans le jeu, propre dans la relance. C'est-à-dire vous reconduisez l'équipe de la dernière journée contre Napsta à l'aller? Seulement, la seule entrée que je pourrais faire, si c'est possible, c'est à ramener Ebongue au milieu de terrain, parce que ça va libérer encore un peu plus Okin, qui m'a surpris en Zambie. Il a fait un très beau match. Est-ce qu'il ne faut pas maximiser aussi l'offensive? Ça, c'est Bertrand Eluna qui va réagir à cela. Est-ce qu'il ne faut pas maximiser l'offensive pour prévoir un éventuel coude à coude à la dernière minute avec RS Berkane et JS Kabylie? En cas d'égalité de 2 points, par exemple. Non, c'est vous qui voyez l'égalité. Il n'y aura pas d'égalité dans cette poule. Mais vous le dites de manière prophétique? Non, c'est 6, 5 et 4 points. Et il y a 3 journées encore. Oui. Le Coton a encore 2 matchs à domicile. Je ne crois pas que JSK Kabylie nous a marqué un but dans les derniers ultimes de match. Ici, à Garoua, ça serait un autre match. Coton a toutes ses chances et Coton aujourd'hui a une équipe vraiment équilibrée. C'est-à-dire que vous voyez Coton en train de remporter ses 2 prochains matchs. Oui, et n'oublions pas que le meilleur buteur de Coton n'a pas marqué en Zambie. Il marquera certainement Arena. C'est un très bon buteur. Coton, au pire des cas, sera deuxième. Il n'y aura pas un souci de coude à coude. S'il y aura des coudes à coude, ça serait GSK et RB Berkane. Mais je crois que le Coton est en train de se détacher petit à petit. Comment filer meilleur Coton dimanche prochain? Il faut avoir tous les éléments de son côté, l'aspect médical surtout et l'aspect psychologique. Médical parce que jusqu'à la dernière minute, on peut se fouler le pied, on peut avoir des soucis à l'entraînement, on peut avoir une indigestion à quelques heures du match. Donc, ce sont les éléments sur lesquels l'encadrement devrait veiller. Maintenant, psychologique, il faudrait qu'on dise à nos joueurs qu'ils sont là, la vitrine de tout un pays pour ce qui est de coupe de club en Afrique. Oui. Donc, ils devraient mieux se rendre pour pouvoir se retrouver certainement peut-être de l'autre côté. Il y a des joueurs là qui ont sacrifié leur carrière professionnelle en se disant je ne sors pas du pays, je vais rester jouer le CHAN et tout. Donc maintenant, ils ont là la possibilité de mieux travailler et pour sortir, avoir la carte. Et pourquoi pas? Nous sommes à la recherche, nous sommes en pleine reconstruction de l'équipe nationale. On peut véritablement mouiller son maillot pendant cette phase et être convoqué ou cimenter une place en équipe première. Voici une question d'un autre intérêt, mais qui donne matière à réflexion. Du moment où Coton représente le Cameroun sur la scène continentale, pourquoi l'équipe ne prend pas déjà un statut d'une sélection nationale, c'est-à-dire bénéficier peut-être des attentions de l'État du Cameroun? Parce que là, c'est le club qui s'engage, mais pas l'État du Cameroun. En fait, je ne sais pas à quel niveau se trouve. Ce qui est valable pour Coton est valable pour chaque représentant. C'est depuis 1960, je pense, 74 ou 72, le décret disait qu'à tout moment qu'un club participe aux compétitions africaines, ce club-là prend le statut de l'équipe nationale. Seulement, on ne peut lui affecter qu'un entraîneur national. Entraîneur national. Il y a d'autres accompagnements. Il y a eu des moyens financiers. Parce que l'entraîneur national qu'on envoie par moment ne pose pas la philosophie de l'équipe. Mais il faut donner tous les moyens financiers, l'attention de l'État, c'est-à-dire des autres facilités. Quand l'équipe nationale sort, on sait comment ça se passe. On l'a vu avec Coton Sport de Garoua, bien avant. On l'a vu avec Canon de Yaoundé. On l'a vu avec Tonnerre de Yaoundé. C'est vrai, peut-être Tonnerre, on avait affecté les entraîneurs. Mais cela a cessé? Non, le Cameroun traverse une période très tendue sur le plan financier. Je ne sais pas à quel moment le dossier... On a eu la réponse. Le dossier est intégré au niveau du ministère des Sports. Je peux dire quelque chose à propos. Oui. Coton a bénéficié de ces avantages-là. Peut-être que ça traîne seulement. Les accompagnements. Oui, l'accompagnement de l'État au niveau financier. C'était la dernière saison Non, cette saison. Cette saison. Comme ils sont en train de jouer là, c'est-à-dire quand il y a eu le problème Zidorf ici, dans ce lot-là, avec les primes des juniors et autres, on a octroyé
quelque chose au Coton Sport de Garoua. Ils peuvent vous dire combien un appui financier de l'État. Sauf que peut-être qu'ils n'ont pas encore eu seulement les liquidités. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que pour le respect d'abord de la règle, des fois il y a des clubs qui estiment que pour les commodités de vie de groupe, parfois ne veulent pas avoir cet entraîneur national qu'on leur met à disposition. Maintenant, Coton a la chance d'avoir le coach Aboubakar, qui est un entraîneur national. Donc ça vient un peu botter en touche, mais il faut dire les choses comme elles sont. Il n'y a pas une seule strate, un seul palier qu'aura attaqué Coton Sport sans avoir réussi, bénéficié d'un appui financier de l'État. La preuve, c'est que je crois que ce soit cet après-midi ou demain, ils vont encore bénéficier de cet appui. Mais entre-temps, au niveau du gouvernement, on a pris seulement sur soi. On a seulement pris sur soi de communiquer le moins possible sur cet aspect-là, mais si vous vous rapprochez de l'administration de Coton Sport, elle vous dira qu'elle bénéficie de ce chèque d'accompagnement véritablement depuis la première journée de cette compétition jusqu'au moment où on parle. On le voit donc, il y a la main généreuse de l'État du Cameroun jusqu'au niveau de l'école quand il faut déjà défendre les couleurs nationales. Voilà qui met fin à cette première partie de cette émission réservée à la pause. Actualité, on prend justement une petite pause. On se retrouve derrière, ce sera pour le débat. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Acceptons les perturbations qu'il nous impose. Limitons sa propagation. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Vous êtes sur Sports Club, la suite de cette émission. Vous avez pu remarquer dans cette bande-annonce du gouvernement camerounais la tête d'une lionne, une footballeuse actuellement à Antalya pour défendre les couleurs du Cameroun. Eh bien, on interroge dans cette deuxième partie de cette émission les chances de qualification de la sélection du Cameroun. Les Lions qui sont à Antalya et devront affronter demain, samedi, l'équipe du Chili, la sélection du Chili. Ce sera un match de phase aller. La rencontre, c'est Cameroun-Chili que vous suivrez à partir de 16h, sans doute sur cette antenne de CRTV Sport and Entertainment. Alors, messieurs, sur ce plateau, avant d'en venir aux arguments pour illustrer les possibilités de qualification du Cameroun, je vous propose de voir la petite sélection de Gideon Tazo dans cette analyse de l'équipe du Cameroun. Head coach Alain Djemfa has with him a group of 25 players to choose from. Among them, 13 local players and 12 professionals. Against Chile this April the 10th, Alain Djemfa says that he has carefully studied the Rojas play style and this. She was recently voted the best in the local women's league after over 24 days of play. Ever since she replaced the emblematic Annette Ngondom in goal, there has been very little blemish. The rear guard would for sure be marshaled by the clinical Estelle Johnson from Sky Blue, New York, alongside the likes of local girl Augustine Jange Siliki of FC Blois, Marie Aurel Awana of Reims in France, and Jana Colette of Eclair of Sa on the left. The midfield would be the backbone. Fojo Rice of Tenerife in Spain, who makes a comeback to the team, should be the playmaker. She will for sure partner with Grace Ngoyango from Gengang in France and Ngombelek from Israel. The attack line will be made of a deadly trio, Chut Ajara of and Catherine Bengono, leading goal scorer of the local women's football league in Cameroon. In short, it would be a balanced blend of professionals and acclaimed local talents that Alain Djemfa will throw into the ultimate battle for the Tokyo
2021 on April the 10th. L'équipe du Cameroun qui a tenu aujourd'hui donc une autre séance d'entraînement et puis les joueurs sont passés devant les médecins. Les joueuses sont passées devant les médecins, c'était pour leur test Covid-19. Vous savez que cela est obligatoire avant de livrer cette rencontre, mais le test ne concernait que 3 joueuses, les autres étant passées par cet exercice. C'était hier encore. Retour donc sur ce plateau pour interroger les chances de qualification du Cameroun. Je vais commencer par Emmanuel Bankolo à ma droite. Ici, est-ce que cette équipe du Cameroun rassure? On a parcouru le souci d'acclimatation l'autre jour. Cette fois-ci, quelles sont les chances de qualification du Cameroun? D'abord, le match aller de demain. Il faut dire que le match aller de demain, c'est une équipe prête. Première satisfaction pour nous autres, c'est de savoir qu'on a toutes les filles présentes, tout au moins celles sur lesquelles on comptait, celles qui constituent un peu le noyau dur de l'équipe. Oui, tu corrobores, il y a toutes les joueuses parce que la tanière s'est complétée avec l'arrivée hier de Estelle Johnson. Donc, on a toutes les joueuses présentes et ça, c'est un élément de satisfaction. Maintenant, de ce que nous recevons encore comme information de la tanière, c'est qu'elles ont envie. Elles ont envie et qu'elles ont pris sur elles de dire qu'elles vont offrir cette qualification-là au peuple camerounais. À partir de ce moment, on sait que sur le plan mental, sur le plan psychologique, quand tout va, le reste du corps suit et le résultat sur le terrain prend le relais. Moi, personnellement, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet du tout parce qu'il faut le dire et on va le répéter. Le seul point ou encore le seul palier sur lequel le Chili peut estimer être un cran au-dessus du Cameroun, c'est le poste de gardien de but. Après cela, tous les compartiments possibles, le Cameroun, tout au moins sur le papier, est dominateur. Donc, à partir de ce moment, on peut être tranquille, sauf erreur de parcours, sauf petits soucis. Il pourrait avoir un autre résultat, mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que sur l'ensemble des 2 matchs, à 60%, on aura un Cameroun qualifié. Bertrand et Louna, 2 questions. La première, quand on joue dans ces conditions, on a le climat contre soi, parce qu'il faut s'adapter à l'hiver. En même temps, il faut jouer pour gagner. Et en tenant compte du fait qu'on est arrivé un peu en retard, on a un souci d'acclimatation. Est-ce que ça n'amoindrit pas les chances du Cameroun? Non, les chances du Cameroun ne sont pas amoindries. Elles sont intactes? Elles sont intactes. Et c'est un match en aller-retour. Mais ce genre de match, c'est la gestion des situations. Quelle est la situation de départ et quelle sera la situation au match retour? C'est nous qui recevons demain. Un 0-0 ne nous élimine pas. Mais si force en présence, je crois que le Cameroun a toutes ses chances, puisqu'on a toute notre équipe en place. Toutes nos joueuses sont en forme, sauf si une a un problème d'indigestion, comme le disait Samdo tout à l'heure. Cela ne nous est pas encore parvenu? Oui, mais je crois qu'on a toute notre équipe et on a quand même Abou Diongane qui est classé parmi les meilleures joueuses de la décennie. On a Chouta Diarra qui discutait le ballon d'or. On va sectionner les lignes tout à l'heure et ça m'envoie vers la 2e question, justement. Le petit souci, le reporter Guidon Tazo l'a mentionné tout à l'heure, pourrait émaner des buts. À sa suite, il y a eu Emmanuel Bankolo. Avez-vous aussi une inquiétude au niveau des buts camerounais? Moi, je n'ai pas d'inquiétude au niveau des buts du Cameroun. Que ce soit Ngondom, qui est revenu à son niveau, elle fait des matchs ici avec Fab, que ce soit Baou, c'est des grands gardiens. Emmanuel parlait peut-être du point fort de Chili, c'est la capitaine, elle est gardienne de but. Gardienne de but. Du Paris Saint-Germain, oui, en France. 18 matchs sans encaisser, c'est quand même un atout. Mais c'est un atout pour le Chili, mais une difficulté pour le Cameroun. Mais nous, on va constamment au fond. Hein. Jusqu'ici, on n'a pas... Est-ce que vous avez du doute? Non, le doute, pour moi, à l'annonce... Le Chili est un pays de seconde zone quand même. Oui. Il n'est pas dans le précaré. Oui, mais le Chili, c'est 6 professionnels actuellement
16 joueuses. Oui, mais en termes de professionnels, numériquement, le Cameroun est au-dessus. Il s'est limité à convoquer 10. Oui, mais je voulais dire ici, sur le plan de la cohésion, le Chili a tout un groupe qui sort du village, je vais dire comme ça. Ils ont juste ajouté quelques éléments. Ah ouais, c'est-à-dire qu'au plan collectif, cela pourrait compter. Cela pourrait compter. Mon inquiétude n'est pas à ce niveau. Moi, c'est le choix de la Turquie. Vous savez que l'année passée, le Chili, pour préparer justement ce match, a fait la Women Cup en Turquie. Elle a joué contre le Ghana, qu'elle avait gagné 3-0. Elle a joué contre sur le continent africain. Et le deuxième match devait se jouer plutôt au Chili. L'équipe du Ghana est arrivée. Une dizaine de joueuses a été testée positive et le match n'a plus eu lieu. Et le Chili a joué contre le Kenya qui avait gagné 5-0. Et après, ils ont joué la Zambie. Et vous savez que c'est la Zambie qui nous a créé tous les petits soucis que nous avons aujourd'hui. Ils ont perdu contre la Zambie. Et à entendre l'entraîneur chilien parler, c'était le match qu'il fallait pour savoir comment aborder nos Lions. Et vu cet aspect-là, ils ont basé beaucoup plus leur travail au niveau de la vitesse. Et la capitaine s'est amusée à dire qu'ils ont des spécialistes de coups de pied arrêtés et peuvent faire le hold-up à ce niveau. D'accord, je reviendrai à vous tout à l'heure, Bertrand et Luna, pour d'autres développements sur des aspects purement sportifs. Et Sando, Lomtiti, je reste sur cette question parce que j'en suis pas encore satisfait. Quelles sont les chances du Cameroun de se qualifier? Quels sont les indicateurs de ce que, si le Cameroun prend appui sur son attaque, sur sa défense, sur le fait qu'il est un pays du précaré au niveau africain, donc il peut passer? Les indicateurs, les joueuses attendues, les joueuses titulaires de cette sélection sont là. Pour Johnson, par exemple, qui évolue dans un championnat de haut niveau. Aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est le meilleur championnat possible. Enfin, c'est le meilleur possible. Oui, c'est le meilleur. Le football féminin. Il paraît qu'il y a plus de rivalité au niveau européen. Oui, mais au niveau féminin, je pense aux États-Unis, c'est la meilleure nation possible. Et donc, elle est titulaire dans son équipe, elle est arrivée dans le groupe Sky Blue. En santé et tout. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est ce regroupement, c'est cette cohésion au niveau des joueuses. Le regroupement s'étant passé tardivement, ça, l'acclimatation. Parlant de retard, est-ce qu'elle n'arrive pas trop tard? Ellen Johnson est arrivée hier. Hier, c'est ce que je dis. Donc, maintenant, il faudrait s'adapter très rapidement à ce groupe qu'elle a quitté il y a bien longtemps. J'ai entendu qu'on a des joueuses qui sont la meilleure joueuse de la décennie. L'Argentine a le meilleur joueur du monde, mais ce n'est pas pour autant qu'elle a gagné la Coupe du Monde. On ne va pas rester sur nos lauriers en disant on a les meilleurs. Il y a un problème de groupe et c'est à ce niveau-là que le Chili prend déjà de l'avance sur nous au niveau de la cohésion. Si nous avons nos arguments au niveau de la cohésion, le doute que j'ai émis lors des précédentes éditions, je peux commencer à le lever parce que s'il y a la cohésion dans le groupe et que nous n'avons pas de cas de blessure ou de maladie, on part à 50 pour 50 parce que c'est le football et le reste va se jouer. Emmanuel, nous ne disposons pas encore du 11 entrant, mais on peut quand même imaginer les joueurs que Alain Djemfa pourrait aligner, puisqu'on connaît les joueuses majeures de cette équipe. Alors si on prend la charnière défensive, sur qui pourrait-on compter demain? C'est clair qu'on devrait avoir dans l'axe central Johnson et Aona. Johnson Aona, maintenant qu'on n'a pas Mofomotu, on pourrait avoir Django Siriki sur le côté à droite et puis Colette Nzana à gauche. Pourquoi est centrée Django Siriki, elle qui est joueuse elle a souvent joué de ce côté-là, elle a souvent joué à droite parce que des fois, quand elle est axiale, elle commet beaucoup de fautes. Et maintenant, on sait que la paire Johnson-Aona, on a bien vu qu'il y avait une certaine cohésion entre les deux. Il y avait une certaine cohésion et qu'on se sent au mieux de ce côté-là. C'est vrai aussi qu'on peut attaquer avec une défense à 3 et à partir de ce moment, on devrait avoir simplement Django, Aona et puis Esther Johnson. Ça devrait donner la possibilité d'avoir Nzana Colette qui aime bien jouer dans cette disposition-là, c'est-à-dire qu'elle est le couloir
totalement. Mais je crois que si on fait une défense à plat à 4, on devrait avoir Nzana Colette à gauche. Et puis au milieu des terrains, on pourrait avoir Bengono, on pourrait avoir Ngokiango, Ngombelek et puis... On en reviendra au milieu des terrains. Restons d'abord sur la charnière défensive, Bertrand et Luna. Vous répondez pratiquement à la même question. Vous qui avez relevé tantôt un atout individuel côté chilien, c'est la gardienne de but, capitaine de cette équipe, gardienne du Paris Saint-Germain en France. Mais il y a un autre atout, c'est au niveau offensif, c'est Uritia qui est la meilleure buteuse de cette équipe. Elle a d'ailleurs marqué au dernier mondial 2019. Quelle défense donc pour essayer de l'empêcher de s'exprimer? Oui, moi je ne vais pas m'amuser à ce petit jeu-là. Parce que c'est le coach qui vit avec les joueurs actuellement. Mais vous suivez cette équipe quand même? Oui, nous suivons. Vous l'avez regardé contre la Côte d'Ivoire, contre la Zambie également, dans ce circuit éliminatoire. Oui, mais ici, il s'agit d'un match particulier. Alors, c'est des joueuses qui sont psychologiquement un peu au-dessus, qui doivent jouer. Et même le système de jeu ici n'a pas trop d'importance. Il faut des joueuses qui, eux, veulent 3 points. Parce que nous sommes à une situation de qualification. Le coach, avec ses joueuses, verra le meilleur 11 entrants possible. À la Coupe du Monde, le coach Alain Jeffak, il est dans cette équipe depuis. Il a fait une défense à 3. Il a fait une défense à 3. Il peut reconduire sa défense à 3, il peut faire une défense à 4, ça dépendra de lui et ça dépendra de ce qu'il veut. C'est un match en aller-retour. Je vous ai dit ici que 1-0-0 est plus favorable qu'un 1-1, qu'un 2-2. Parce que c'est le Cameroun qui accueille lors de la rencontre ce samedi. Oui. Donc, il s'agit ici des dispositifs qui vont nous permettre de nous qualifier. Et la qualification se joue demain, parce que le match de demain va conditionner le match retour. Donc, Sando, on attend ce que le coach va nous proposer. Terrain à présent, est-ce que vous l'imaginez sans Fejo, Raissa, sans Ngombelek ou il y a une autre joueuse qui est Ngokiango? Oui, en fait, je vais vous décevoir un peu, avec votre permission, Évaris, pour pouvoir rejoindre directement le coach. Vous rentrez en défense d'abord? Non, ça dit, je ne voudrais pas parler de compartiment. Oui. C'est 2 matchs qui se jouent en l'intervalle de 3 jours. Donc ça veut dire que le coach prendra seules des joueuses qui seront suffisamment prêtes pour pouvoir apporter le résultat. Et je peux, avec votre permission, rentrer dans l'histoire en quelques secondes. Vous avez eu le match Tchad-Cameroun, où le coach Claude Roy s'est vu obligé d'amener au Mambéic libéraux. Vous avez vu, il y a quelques années... C'est un match de football masculin. Oui, masculin. Mais c'est parce qu'il avait besoin d'un résultat suite à une situation au sein des Lions Indomptables où le Cameroun n'acceptait pas perdre. Vous avez eu à l'Inter de Milan, Samuel Eto'o ramené au poste de libéraux. Vous avez vu le coach en 84 changer totalement pour faire sortir Mbassi et mettre Sinkot Isaac parce qu'il y avait un problème d'état d'esprit. Donc, pour ce match, ce n'est pas un tournoi qui se joue sur la durée comme la CAN. Donc, en fonction de l'objectif du match, le coach est libre de disposer des joueuses. Le coach peut tout chambouler parce que quand nous avons suivi l'élément de Guidéon aussi tout à l'heure, l'entraîneur chilien aussi mise sur ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu avec l'équipe de la Zambie. Et on peut chambouler le système pour pouvoir les décevoir avec les arguments. Et le banc de touche du Cameroun, là, moi, ma seule préoccupation était l'acclimatation. Donc le coach a des armes pour pouvoir tout chambouler et constituer une nouvelle équipe qui causera des soucis aux Chiliens. Tout compte fait, on aura besoin de buts. La ligne d'attaque. Si on est dans un 4-4-2, évidemment, on aura Shoot et puis Aboudi Ongene. Oui, ça c'est évident. Mais si on est dans un 4-3-3, on pourrait avoir soit Bengono à gauche, soit Akaba. Donc, parce qu'il y a 2 qui, quels que soient les cas, et de par leur prestation aujourd'hui en club, ne peuvent pas sortir de cette ligne d'attaque, c'est Shoot et Aboudi. Donc, on peut avoir Bengono à gauche, comme on pourrait avoir Akaba. Mais pour le match aller, je pense que soit on jouera en 3-4-3
soit on jouera en 4-4-2. Je ne vois pas trop le coach Alain Djenfa pour ce premier match aller en 4-3-3. Ce serait un risque, mais bon, c'est lui qui vit un peu l'équipe et qui sait. Sauf qu'en 4-4-2, ça permet d'avoir Aboudi et puis Shoot, et au milieu de terrain, ça permet d'avoir quand même Bengono et Akaba, ou encore Bengono et puis comment on appelle, Fedjou, Ngokiango, et dans une certaine mesure Ngombelek qui jouerait derrière les attaquants et qui pourrait agir un peu comme un 9,5 puisque Aboudi devra balayer les côtés. Alors, Bertrand et Luna, vous évoquiez d'autres aspects ici en fonction de l'objectif du match à atteindre. Il faut tenir compte de l'environnement. C'est l'hiver là-bas actuellement. Il faut tenir compte de l'élément psychologique, le côté mental. Est-ce que quand on titularise par exemple Fedjo, Raïssa, Ngok Yango, quand on titularise au niveau de l'attaque Shoot Njoya, Aboudi Ongene, elles évoluent en milieu européen où c'est pratiquement le même environnement. Est-ce qu'elles auraient les mêmes soucis que les joueuses locales? Non, elles ne peuvent pas avoir les mêmes soucis, mais ça dépendra de l'endroit où on va les mettre en attaque. Si vous prenez Aboudi, vous mettez par exemple, ça devient une difficulté pour nous. Parce qu'elle est une joueuse de côté. Elle surgit. Elle surgit. Si vous prenez Adjara, vous remettez à ce poste-là, ça devient aussi compliqué. C'est pourquoi je disais, seul le coach sait exactement où il va. Pendant qu'on parle de la gardienne parisienne, il y a une ancienne joueuse dans cette équipe qui a 56 matchs, qui fait de ça son match, qui a en face, qui justement dans sa tête pense à Fedjo Raïssa, elle pense aux anciennes et elle dit ici, il faut que je sois un peu au-dessus pour que mon équipe puisse bénéficier de mon expérience. Donc c'est un match extrêmement compliqué. Le souhait pour le Cameroun, c'est de ne pas encaisser pour aller au deuxième match avec certaines faveurs. Parce que le Chili, demain, ne vient pas nécessairement ouvrir le jeu. Or, le Cameroun doit faire un bon résultat en commençant à ne pas encaisser. Parce que dès que vous encaissez, ça devient autre chose. Oui, bien sûr. Oui. Vous compromettez vos chances de qualification. Donc, c'est un match difficile, mais moi, j'ai confiance au coach parce que il a quand même géré des situations comme ça. Si vous prenez tout notre parcours jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir qu'on est parti en Éthiopie, on est rentré avec un score de parité pour venir gagner à Yaoundé. Il n'y a que la Zambie qui nous a dérangé. Alors nous avons besoin de buts, c'est évident. On a besoin de buts. Il faut en marquer pour être qualifié. L'équipe nationale du Cameroun, équipe féminine, pour se qualifier pour ces Jeux olympiques. Est-ce qu'on a ces possibilités? On a vu le Cameroun en situation de crise au niveau d'attaque. Si ça a bien fonctionné contre la Côte d'Ivoire ici à Yaoundé, ça a été un peu difficile contre la Zambie qui a éliminé le Cameroun avant d'être reversé à ce deuxième possibilité de qualification, le barrage. Oui, Évariste, nous avons besoin de buts, mais demain, ça ne doit pas être une obsession. Il faut ne pas concéder de buts demain pour essayer de voir au match retour. Mais il faut en marquer, c'est ça ma préoccupation. Oui, si on veut marquer, le problème c'est à ce niveau-là. Quand vous voulez marquer, vous êtes obligé de déséquilibrer votre équipe. Maintenant, si on a une équipe qui a des éléments forts devant, on a des éléments forts derrière, est-ce que nos éléments du milieu de terrain peuvent être capables de tenir à un rythme élevé? Il ne faut pas... Il y a forcément un juste milieu? Oui. Il y a forcément un juste milieu, Bertrand et Luna? Il y a forcément un juste milieu, mais il ne faut pas qu'on se mette dans la logique de chercher le but à tout prix, parce qu'en cherchant le but, vous déséquilibrez n'importe comment. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un compartiment qui sera déséquilibré parce que vous vous portez tous vers... Alors il faut qu'une équipe du Cameroun joue dans tout son naturel. Dans tout son naturel. C'est entendu. Le Cameroun garde donc ses chances de qualification pour ces Jeux olympiques. Il en est à 180 minutes de cette qualification. Match aller, ce sera demain contre le Chili à 16h à Antalya. C'est en Turquie. Match retour, ce sera lundi prochain contre la même équipe. C'est le Cameroun qui reçoit d'abord avant d'être reçu par le Chili. On passe au dernier aspect de notre émission. On va parler maintenant d'une autre sélection nationale. Il s'agit des Lions indomptables du Cameroun
avec la mauvaise nouvelle venue de Zurich. Ce classement FIFA, le Cameroun, qui dégringole de 5 places, parti de la 50e place à la 55e. Cela inquiète plus d'un. Vous aussi sur ce plateau, certainement. Je commence par vous, Emmanuel. Cette chute, comment on l'explique? C'est une chute libre? C'est une dégringolade? Je ne pense pas que ce soit une chute libre. C'est une chute, de mon point de vue, plutôt logique. Parce que match de préparation, match FIFA, qui compte justement pour le classement et autres, on perd 5 points sur 6. Logiquement, on doit pouvoir le ressentir au niveau du classement. Mais en même temps, je ne pense pas qu'il y ait à avoir des inquiétudes. Pourquoi? Parce que entre le classement FIFA et ce que nous, le Cameroun, ou encore ce que le staff et les joueurs ont à donner, moi je ne vois pas trop la corrélation. Je crois que la concentration qu'on devrait avoir, ce serait essentiellement sur l'équipe, c'est-à-dire que quel est le rapport qu'aura fait le staff, quelle est la synthèse du staff, quelles sont les prémices et les prévisions du staff par rapport à ce qui arrive. Si non, on se met le classement FIFA est un baromètre, c'est un indicateur de performance. Indicateur de performance pour le marketing, pour la structure qui a mis en place cet élément, parce que ça permet de soutenir l'activité. Même oui, la Coupe du Monde, y a une structure... même la Coupe du Monde, FIFA a des structures, des mécènes. C'est pour ça que je dis que c'est un baromètre pour le mécène et le sponsor. L'objectif premier, Emmanuel, c'est d'abord de sortir un classement des équipes en fonction de la progression de leur performance. Mais Évariste, si vous essayez de vous baser en tant que technicien sur le classement, ou si vous en faites un élément qui devrait vous guider, soit vous allez paniquer, soit vous allez aller totalement en conjecture. Je crois que... Emmanuel, quels sont les 3 derniers résultats des Lions? Les 3 derniers résultats de Lyon, c'est un match, c'est une victoire, une défaite et un match nul. Ce qui veut donc dire que si vous allez sur cette base, vous allez donc comprendre que 5 places, c'est énorme pour un tel résultat où vous êtes légèrement au-dessus de la moyenne. Donc perdre 5 places, c'est énorme. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, c'est des éléments marketing. C'est vrai que c'est des éléments qui devraient motiver, qui devraient booster, mais ce n'est pas des jalons sur lesquels on devrait s'asseoir sportivement. On devrait voir les choses ailleurs. C'est un peu Sando, l'homme Titi, est-ce que vous soupçonnez aussi un coup de la FIFA contre le Cameroun, mais en faveur de son sponsor pour le classement? Non, en fait, il faut déjà définir les éléments sur lesquels la FIFA s'appuie pour sortir le classement. Il y a les matchs que vous jouez, le type de match que vous jouez, selon que ce soit les matchs officiels ou les matchs amicaux. Et maintenant, le type d'adversaire que vous avez. Ça veut dire que si le Cameroun, qui a perdu contre le Cap-Vert, avait perdu contre le Brésil ou contre la Belgique, qui est première équipe dans ce classement, le Cameroun n'aurait pas fait un bon... négatif, comme ça a été le cas, puisque le classement du Cap-Vert n'est pas un classement solide par rapport à... Mais Sando, ce point-là a été réglé et c'était sur une proposition. Non, je voulais juste lui apporter un élément, que ce point a été réglé et c'était sur une proposition du président de la FIPRO, Jérémy Djitap, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à il y a encore quelques temps, un match, le nombre de points à un match est égal à l'autre. C'est-à-dire que même si le Brésil joue le Tchad, si le Brésil estime que c'est un match amical et que le Tchad vient à gagner, c'est le même nombre de points que le Tchad engrange que si le Brésil avait joué la France. Et donc, c'est un point qui a été réglé par la FIFA. Les résultats au niveau du Cameroun ne sont pas flatteurs, Emmanuel. Lorsque vous avez, ça, je suis d'accord. Vous avez perdu contre le Cap-Vert. Et vous enchaînez le Rwanda. Je suis d'accord. Destination footballistique. Ouais. Et vous venez faire match nul chez vous contre le Rwanda. 11 contre 10. 11 contre 10. Ça pose quand même de sérieux soucis de compréhension. Bon, maintenant, on peut aller chercher ailleurs. On y reviendra, Évariste. Mais il n'y a pas un complot de la FIFA contre le Cameroun. Nous méritons notre classement. Cela apparaît assez clairement. Peut-être que vous nous ajouterez autre argument. Est-ce que une victoire, une défaite, un résultat nul justifie ce recul de 5 places? Oui, il faut pas se tromper. Ces résultats-là comptent. Et il faut s'inquiéter pour l'équipe nationale du Cameroun.
nous avons perdu contre le Cap-Vert. On a fait match nul, c'est-à-dire on a perdu 4 points sur 6. Le Cap-Vert qui est bien classé que le Cameroun. Et ça a bien profité au Cap-Vert parce qu'il se retrouve désormais vers la 73e place. Le Rwanda même est monté au classement. Le Cameroun a servi ses adversaires. Oui, le Cameroun. Par contre, si vous prenez avec le classement de la Côte d'Ivoire, qui a gagné? Vous voyez que la Côte d'Ivoire est toujours... Elle est 59e. Parce qu'on a joué, on a quand même joué, la Côte d'Ivoire a battu un adversaire moins coté que le Cap-Vert. Donc ça continue à... C'est cela. Il vient de sortir un élément, tout dépend des côtes. Oui, mais tout dépend des côtes. Qui est celui qui institue les côtes? Le Cameroun aurait été battu par l'Égypte qui n'aurait pas connu un tel recul. Non, ce que moi je dis, Évariste, le point que je... C'était pas que moi je mésestime le problème de classement. C'est que je relevais un point marketing par rapport au classement. Mais je disais que pour moi, il est intéressant pour le Cameroun de s'appuyer beaucoup plus sur sa qualité et sur les résultats de ces derniers temps. Par conséquent, les résultats qu'on a eus nous appellent à être beaucoup plus vigilants et à travailler un peu plus. Parce que quels que soient les cas, ça n'a pas été des résultats probants. Le pire quand même, c'est ce match contre le Rwanda où on est à 11 contre 10. Et ça pose un problème. Mais, comme je le dis très souvent, ces résultats sont des éléments qui viennent à nous aider. Parce que pour le Cameroun, c'est même positif. C'est-à-dire quoi? Qu'on ait eu ce qu'on a eu à Praia et ce qu'on a eu au Rwanda, ça vient simplement réveiller et remobiliser même le staff et les joueurs. Parce qu'on pourrait se retrouver en train de dormir sur nos lauriers par rapport aux 2 matchs contre le Mozambique. Mais là, on est venu nous démontrer que en pleine compétition, si on a 3 ou 4 joueurs qui sont pris dans la nasse de la Covid, ça peut nous poser un problème. Donc, par conséquent, il faut travailler pour trouver des palliatifs. Oui, Emmanuel, vous avez touché un aspect. Certainement pas pudeur, vous n'avez pas voulu aller plus loin. Notre équipe nationale souffre de plusieurs maux. Et parmi ces maux, il y a un problème de discipline. Voilà d'autres diagnostics. Oui. Vous ne pouvez pas prendre un avion pour aller livrer un match et vous embarquer des belles gonzesses qui vont faire des massages aux individus alors que vous avez besoin d'un résultat. Ça, c'est un élément. Ah, il a eu ça à Praia? À Praia. Allez vérifier ce qui s'est passé dans la délégation. Est-ce qu'il y a eu cela à Praia? C'est ce que je dis. Vous ne pouvez pas préparer un match sorti d'une défaite que les Camerounais ne parviennent pas à digérer et que vous avez un joueur, 2 joueurs qui s'occupent des femmes, qui amènent des femmes à l'hôtel et que des sanctions ne soient pas prises. Je voudrais bien qu'on ne prenne pas des sanctions avant le match parce qu'on ne veut pas déstabiliser l'équipe. Mais après le match, il faut quand même qu'on ramène de l'ordre au sein de la tanière. Il y a cet élément. Donc, je pense que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui a pris sur lui de convoquer les uns et les autres, a eu la mesure de la température au sein de la tanière. Et il faudrait donc maintenant que les choses soient réglées d'une manière définitive. Si on veut jouer au sein des Lions indomptables, qu'on se comporte et qu'il y a un code au sein de cette sélection-là. Personne n'est au-dessus de la nation où on peut venir, après on va adresser les excuses à la nation, on va filmer comme ça, et vous revenez avec le même travers. Ce n'est pas normal et personne n'a le droit d'amener les femmes à l'hôtel de Lyon, sauf sur dérogation. Et maintenant, le service de sécurité ont rendu compte à l'entraîneur qui, lui, ne voulait pas déstabiliser l'équipe en disant qu'il va prendre les sanctions. Est-ce que cela est ressorti véritablement dans le rapport? Samdo, moi, je ne suis pas d'accord. Ça, l'entraîneur a été faible à ce niveau. Quels que soient les cas, le Cameroun est qualifié pour la Coupe d'Afrique. Alors, beaucoup de Camerounais ont considéré que ce sont des matchs amicaux. Quand c'est dans un match comme ça, que quelqu'un se comporte comme ça, tu frappes. Et quand tu as frappé, tout le monde saura que prochainement, quand ça serait un véritable match, il ne faudra pas blaguer. Totalement d'accord avec vous. Il a laissé passer. Ce n'est pas quand on va jouer la Côte d'Ivoire qu'il va dire à un joueur de ne pas venir avec. Puisqu'on va lui rappeler que mais la dernière fois. On vous a entendu, non pas que vous n'étiez pas d'accord avec Sando, mais vous n'étiez pas non, même avis. L'entraîneur a été laxiste. Vous dites non à l'indiscipline, oui. Non au laxisme.
il faut de la discipline au sein des Lions et quel que soit les cas, il faut frapper. Il ne faut pas commencer à situer. Il ne faut pas de l'impunité également. Sando, je reviendrai à vous. Oui, on reviendra sur vous tout à l'heure. Permettez à Emmanuel de réagir. Vous avez l'étoffe aussi d'un ancien team manager d'une sélection nationale. Il y a une discipline au sein de l'équipe. Oui, il y a une grosse discipline. Et je peux vous dire que... Un devoir de respect des règles. Devoir de respect de ces règles. C'est important, parce que moi, les jeunes, quand ils arrivaient chez les U23, quand vous veniez avec une coiffure, ceux qui étaient là-bas, vous faisiez déjà savoir que là, vous aurez affaire au team manager. Première logique que j'avais, j'estimais que quand on est... C'est le sélectionneur, c'est le team manager, c'est la sécurité. Ça passe d'abord par l'administration de la sélection. Et vous êtes le team manager, vous portez sur vous l'administration de la sélection. Et ce que vous implémentez en étroite collaboration avec le staff, c'est l'image, c'est la force que vous apportez même au staff. Donc quand vous avez des jeunes garçons qui arrivent, certains avec des boucles, avec des coiffures ostentatoires, vous comprenez déjà que ça va être des garçons qui ne seront pas très concentrés parce qu'ils prendront le temps, ils vous perdront le temps. Il faut partir, mais il est en train d'essayer de trouver le gel, comment bloquer les cheveux sur le côté. Alors, pour éviter tout cela, vous devez l'envoyer chez le coiffeur. Et si vous ne voulez pas aller chez le coiffeur, vous sortez. Il y a des joueurs que j'ai sortis de la sélection. Pendant que vous y étiez, Emmanuel, comment ça fonctionnait? C'est la sécurité qui observe d'abord, vous rend les rapports à vous ou rend les rapports aux sélectionneurs? Non, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un fonctionnement au sein de la tanière. Vous avez une réunion que vous menez avec toutes les autres sections et la section la plus importante, c'est la sécurité. Donc, il y a d'abord vous remettez dès les premiers stages, même à la sécurité, le code. Il y a des respects. Maintenant, on sait que le joueur est toujours en train de chercher le petit subterfuge. Donc, avec les éléments de la sécurité, vous vous accordez sur un fait. Si on a dit il faut être couché à 21h ou à 22h, ceux de la sécurité s'assurent qu'à 22h, chacun est rentré dans sa chambre. Et après, ils ont un autre devoir, celui de sillonner et de s'assurer que personne n'est ressorti de là avant d'aller se coucher. Alors, ils font le gendarme dans les couloirs. C'est très important. Et quand il y a un certain élément, comme ceux évoqués par Sando et par Eluna tout à l'heure, je peux vous dire que les premiers vers qui on retourne le regard, c'est la sécurité. Surtout si ces éléments n'ont pas fait partie de leur rapport, ça pose un véritable problème. Justement, c'est où j'étais en train de partir, Emmanuel. Revenir à Sando Lomtiti qui insistait sur l'aspect indiscipline au sein de la tanière des Lions. Lorsqu'il y a en cours des éléments que vous relevez comme cela, des joueurs qui se seraient retrouvés en compagnie féminine alors que cela est proscrit lors d'une campagne comme celle-ci. Qui n'a pas bien fait son boulot? C'est la sécurité? C'est le team manager? C'est le sélectionneur? Sur ce coup, le sélectionneur est appointé. Parce que la sécurité a fait son travail en informant le coach de ce qu'il y a cette situation. Et c'était au coach de prendre la décision qui s'impose. C'est-à-dire, par exemple, mettre ce joueur de côté. On ne les aligne pas, on les sort du groupe. Je vous donne un exemple. En 2007, nous sommes dans la même situation. C'est-à-dire, nous partons en Guinée équatoriale pour le dernier match. Nous étions déjà qualifiés pour la CAN de 2008. Qui est le coach principal? C'est Jules Nyonga. On se retrouve dans la même posture où deux joueurs sont venus, ont découché. Le coach ne peut pas les exposer parce qu'ils sont quand même des pères de famille. Il ne faut pas qu'on dise qu'ils ont... Mais le coach les a mis de côté. Ça n'a pas plu aux gens, mais le coach les a mis de côté. Sauf que, sur ce coup-là, le ministre de l'époque a voulu prendre des sanctions contre les joueurs qui n'étaient pas qualifiés. Et ces sanctions ont été bottées en touche. Ici, le coach n'a pas eu la hauteur de prendre des sanctions. Il n'a pas eu l'élégance d'informer le chef de la délégation, qui est le directeur du sport de haut niveau, qui était à Douala. Et à partir de ce moment-là, des histoires sont parties, des rumeurs et autres, et pour arriver directement dans les hôtels, dans les oreilles du ministre, qui lui aussi a son rayon, son réseau d'enquête et de communication. C'est lui qui informe les autres. Mais est-ce que vous savez que vous êtes à Douala, il y a telle situation qui s'est passée. Bon, maintenant, est-ce que le coach a eu, parmi ces éléments de faiblesse, il y a un élément important qu'on ne pourra pas manquer de soulever ici. En allant recruter un entraîneur, vous savez qu'il ne parle ni français ni anglais. Et vous mettez un adjoint
qui lui parle français, anglais et espagnol. L'entraîneur principal ne parle pas espagnol. Vous faites comment? Donc ça veut dire que même en matière de communication sur le banc, il pourrait y avoir un dialogue de sourds. Il y a un dialogue de tout sourds. est croisé. Et c'est pour ça que je pense que le ministère des Sports et de l'Éducation physique, pour que s'il faille reconduire le contrat de l'entraîneur, qu'il apprenne au moins à parler pour être en communication directe avec ces éléments. Bertrand et Luna, votre question à vous. Quel peut être l'impact négatif d'une compagnie féminine dans la tanière sur les performances? Oui. D'abord, le joueur est distrait. Le joueur est distrait. Ce n'est pas seulement la compagnie féminine qui peut distraire le joueur. Il y a des joueurs qui ont souvent des téléphones. On a eu des petits soucis comme ça pendant le CHAN, où il y a des joueurs dans leur chambre qui faisaient plus les publicités sur eux que de penser au match. C'est un élément de concentration. Vous êtes déconcentré. Le reste, vous gâtez même le match, comme nous on dit souvent aux joueurs, parce que vous livrez dans des parties, des choses qui ne concernent plus ce qu'on a travaillé. L'entraîneur a fait son travail, il sait que vous êtes en forme, et puis le lendemain, c'est proscrit, ça déconcentre, et à partir du moment où un joueur est déconcentré, il n'est plus dans le match. C'est pourquoi je dis l'entraîneur a été faible. Quand nous parlons de la sécurité, c'est des policiers. Vous pouvez faire, comme il n'a pas le droit de s'adresser directement aux joueurs, il reste tranquille, il fait son petit rapport, mais il va quand même dire à l'entraîneur. Quand il a dit à l'entraîneur, il faut mettre ce gars de côté. En conférence de presse, l'entraîneur peut trouver une raison. Je mets tel côté, il n'entre pas dans mes plans, personne n'ira vérifier. Mais il faut sanctionner. Sauf que le joueur lui-même sait que je suis sanctionné pour telle chose. Et il ne répétera plus. Si vous avez des situations où même ceux de la sécurité sont complices parce que recevant quelques copecs de certains joueurs, on a eu souvent des situations où vous avez même ceux de la sécurité qui parfois ayant reçu certains copecs, vous les retrouvez dans les ascenseurs avec des filles qu'il faut monter dans des chambres. À partir de ce moment, ça devient un peu compliqué. Oui, mais sauf qu'Emmanuel, quand le résultat est mauvais, le policier a oublié d'abord qu'il était votre complice, parce qu'il redevient camerounais, il est en train de souffrir dans sa peau, et il est obligé, même s'il ne fait pas un rapport écrit, il dit quand même à l'entraîneur à côté que bon, vraiment, tel là a été accompagné d'une fille, alors que c'est lui-même qui est venu avec la fille. Et il n'est plus avec vous. Il faut sanctionner ces actes-là. Il faut, parce que ça déconcentre. N'importe comment, vous n'êtes plus totalement dans le match. Vous êtes légèrement déconcentré. Mais si on en viendra aux propositions, tout à l'heure, je vous propose un petit arrêt. Vous savez que le sport, actuellement, est obligé de coupler avec la pandémie du Covid-19. Une petite respiration. On se retrouve juste derrière pour la conclusion. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Le port du masque nous protège et protège les autres. Portons-le systématiquement dès que nous sortons de nos maisons, ouvrons la bouche et le nez. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Message bien noté. Ce qu'on a noté également, c'est au cours de ce débat qui concerne les Lions indomptables et leur dégringolade au classement FIFA, c'est bien que le Cameroun est responsable de sa régression sur ce baromètre des performances de tous les pays qui pratiquent le football. 5 places, 2 perdues à cause des contre-performances réalisées par le Cameroun. Ces derniers, au moment, on a relevé quelques éléments d'indiscipline dans la tanière des Lions indomptables qui auraient affecté aussi les performances de cette équipe à présent. Quelle solution trouver donc pour mettre fin à ces situations d'indiscipline dans la tanière? D'abord, Sando Lomtiti, quelle solution? Déjà, il faudrait que chacun fasse son travail, c'est-à-dire être rigoureux à son poste de service. Je vous donne un exemple. Le match Cameroun-Rwanda, on a failli le perdre. Le perdre sur tapis vert, tout simplement parce qu'on avait oublié les passeports à l'hôtel.
ce genre de négligence. Et maintenant, on va accuser peut-être des gens. Avant, les joueurs arrivaient en sélection avec 2 passeports. Un passeport personnel et un passeport de service. Sauf qu'à un moment donné, le délégué général de la Société nationale a estimé qu'il ne peut plus continuer à délivrer le passeport de service parce qu'on retrouvait les noms des copines, les noms des chats, les noms des chiens et tout ce monde-là. Il a arrêté. Il faudrait donc maintenant qu'on soit rigoureux par rapport à la liste qu'on soumet aux autorités en charge de la délivrance de cette pièce importante. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faudrait que les responsables qui sont aux côtés des joueurs cessent d'être des garçons de course. Et ça entraîne suffisamment du mépris parce que le joueur sait qui vous a donné ci, vous a donné ça. Basta. Vous ne pouvez pas parler de voix. Il vous a corrompu moralement. Vous a corrompu moralement. Mais autre élément de performance, il faudrait que l'équipe nationale cesse d'être l'Assemblée nationale ou le Sénat où on retrouve toutes les régions du pays. Il faudrait qu'en sélection nationale, seuls les meilleurs arrivent. Et dès lors qu'on aura mis un accent sur la compétitivité, vous allez voir quelque chose. Parce qu'il est indécent de vous retrouver dans des discussions, Massola ne doit pas jouer, alors qu'il est choisi par l'entraîneur des gardiens qui a essayé de le suivre, et ainsi de suite. Donc je dis, si chacun, à son niveau, fait son travail, et que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui l'a fait de manière un peu subtile, sans se retrouver dans les médias, en frappant du poing sur la table, beaucoup de choses seront réglées. Parce que les réunions qu'il a tenues ou qu'il a fait tenir ce dernier jour, ce ne sont pas des réunions de blagues. Chacun devra savoir que désormais, si je m'amuse, il y va de ma place. Donc je pense que c'est la conjonction de tous ces éléments. On a apprécié la symbiose entre la fédération et le ministère pour ce match. Ce sont des éléments indicateurs qui ont manqué peut-être pour le CHAN. Donc il faudrait que chacun soit à sa place, qu'il travaille pour le Cameroun, pour la sélection, et que le coach choisisse les joueurs susceptibles de gagner. La dernière interview de Pierre Lechantre, quand il partait du Cameroun, à l'époque j'étais au journal Le Messager, il me disait, je voulais mettre sur pied une équipe compétitive de 40 joueurs, tous presque valables, de telle manière que si j'appelle un, il ne vient pas, il sait qu'il ne reviendra plus jamais. Et ça a été l'erreur, par exemple, d'Anjibon Guijol, un talent au-dessus de la mêlée. Il était un joueur d'excellence. Malheureusement, pour une blessure, il n'a pas su bien communiquer avec l'entraîneur qui l'a mis de côté au lendemain de la Coupe du Monde de 98. Il n'y est plus jamais revenu. Donc je dis, il faudrait une rigueur, comme le disait le coach Luna, et que chacun reste à sa place. Quelle est la rigueur pour le cas spécifique de la présence des compagnies féminines à des heures indues? La première chose, c'est que les responsables administratifs, en prenant l'hôtel, devaient prendre un palier où tout le monde est logé. La deuxième chose, c'est se rassurer que personne ne part dans une chambre ou bien ne va au restaurant sans l'autorisation du responsable. Il y a toujours un programme établi, je pense, sous le contrôle d'un team manager, un programme que tout le monde doit respecter, y compris même sur la tenue. C'est-à-dire la tenue que vous portez pour aller au restaurant, ce n'est pas la même tenue que vous portez pour aller pour la balade et tout ça. Donc, dès lors que chacun respecte le code et suit les instructions, à partir de ce moment-là, il y a moins de cas. On a vécu... C'était un travail. En fait, ne disons pas, ce n'est pas aujourd'hui que cette histoire a commencé. C'était un travail à temps plein au sein des Lions Indomptables où les gens voyageaient par délégation, accompagnés de filles pour pouvoir les passer dans les chambres des Lions Indomptables. Et à tout moment, il y a eu des yeux fermés. Je vous donne une sortie, avec votre permission. Et en sortant en même temps. Oui. En 2008, nous sommes au Ghana et une jeune dame vient nous narguer. Elle a travaillé. Elle nous dit, c'est vous qui vous faites vos articles là-bas, vous racontez que nous sommes dans les hôtels de Lyon. Voici le million que je viens de toucher. Elle a le premier garçon qui est passé, je ne dirai pas le poste, vous allez très vite les rattraper. Le premier garçon qui est passé sur elle, c'est elle-même qui vous raconte. Il m'a donné 500 000. Le deuxième m'a donné 300 000. Et le troisième, 200 000. Et quand vous allez voir les responsables, on vous dit non, on ne s'adresse pas aux professionnels n'importe comment. Il faut les laisser vivre, il faut les laisser s'éclater. Et je dis bien que c'est un problème très difficile qui touche à la fois la presse qui est complice et l'ensemble du mouvement. Donc il faudrait des gens rigoureux à la sécurité pour pouvoir élaguer bien des choses. Mettre en votre conclusion en termes de propositions également. Quelle est la solution à ce problème d'indiscipline au sein de la tanière? Oui, que chacun fasse son travail, mais dans le cas particulier,
si j'étais le conseiller du ministre, Oumam devenait le vrai adjoint numéro 1. Il faut séparer Tony Conceição de son adjoint parce que dans le management du football de haut niveau, c'est les adjoints là qui sont vraiment des entraîneurs. Est-ce que vous n'êtes pas aussi animé juste par une envie de positionner votre compatriote? Non, son adjoint parle une langue de plus que lui ne parle pas. Et la majorité de nos joueurs parlent espagnol. La majorité de nos professionnels là ont joué en Espagne et s'expriment beaucoup plus en espagnol. Au moins pour parler espagnol, pour avoir... il parle. Maintenant, quand vous avez quelqu'un qui a une langue qui lui peut s'exprimer avec les joueurs que vous ne comprenez pas, ça devient une difficulté d'abord pour vous. Parce que regardez souvent quand on est au banc de touche, c'est l'adjoint là qui passe beaucoup plus le message que le coach principal. Il faut qu'on sépare ça. Ou en septembre, on lui demande de partir. On a bientôt terminé, 23 et Louma. Ou en septembre, on lui demande de partir, c'est-à-dire on attend la fin de son contrat. Ou on permet à Oumam d'être la pièce maîtresse de cette équipe-là. Pour que nous soyons sûrs, parce qu'en dehors de la Coupe d'Afrique que nous organisons, il faut aller à la Coupe du Monde. Il faut aller à la Coupe du Monde. Et les éliminatoires, c'est dès le mois de juin prochain. Emmanuel Bankole, votre conclusion également sur ce point, et d'ailleurs la fin de cette émission bientôt. Que faut-il pour un retour d'abord de la discipline au sein de la tanière de Lyon, et puis comment renouer avec les victoires? Premièrement, il faut frapper. Il faut frapper au cas où des enquêtes mises en place révèlent qu'il y a eu des écarts flagrants. Parce que les éléments qu'on a indiquent qu'il y a eu des écarts flagrants. Et je crois que le ministre des Sports va frapper sans ramdam, mais il va frapper. Deuxième élément, peut-être il faudrait mettre des éléments qui permettent au ministère des Sports, qui est la tutelle de la FECAFOOT, de pouvoir frapper, même des administratifs fédéraux, au cas où ils ont été complices. Parce que là, on parle de l'équipe nationale du Cameroun, on ne parle pas de l'équipe de la fédération. Donc, au cas où ils ont été complices des égarements, il faudrait qu'il y ait la possibilité pour la tutelle de frapper. Maintenant, il faut dire aussi que... pour pouvoir sanctionner. Oui, pour revenir aux victoires, il faut simplement des conditions qui poussent les joueurs à se rappeler de ce qu'ils défendent des couleurs. Ce que nous, on voit souvent... J'ai toujours mal de voir qu'un joueur a plus de considération pour son club que pour sa sélection nationale. Parce que des joueurs viennent en sélection en se disant que là, ils viennent se reposer et ils viennent s'éclater et ils repartent en club. Ils sont beaucoup plus sérieux. C'est pour ça qu'on se dit souvent, mais comment ce joueur a été autant médiocre en sélection et 3 jours après, il est bon en club? Parce que l'environnement qu'on met en sélection lui donne la force de se dire qu'en sélection, il est en villégiature. Donc, il faut resserrer les rangs et que tout le monde, à son poste, se sente concerné par le fait de ce que là, c'est la sélection nationale, c'est le pays. Si vous ne pouvez pas être sérieux en sélection nationale, le mieux est que vous ne veniez plus. Merci Emmanuel, on l'a entendu. Et c'est après vos propos que nous mettons donc un terme à cette édition de Sports Club. Rediffusion, ce sera demain, samedi, donc en journée avant en l'après-midi à 16h. Cette rencontre prévue entre le Cameroun et le Chili. Match comptant pour la phase aller du barrage qualificatif pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Donc le Cameroun aura donc ses yeux rivés à Antalya, c'est en Turquie, où se jouera la manche aller, manche retour. Ce sera lundi prochain. C'est terminé pour cette édition. Au revoir.